Alors, dans cette partie, nous allons nous attacher aux variables de base utilisées en Python. Donc, nous allons voir comment on réalise l'affectation d'une valeur sur des entiers, des réels, des chaînes de caractères et des booléens. Ensuite, nous verrons les opérations classiques et de type booléen que l'on peut effectuer sur ces variables. Et puis, nous verrons des conversions. On essaiera de se poser en même temps des questions sur la précision, le codage, les débordements, l'affectation aux zones mémoire. Et puis nous verrons certaines fonctions utiles. Donc lorsqu'on va dans la console Python, on va commencer par les affectations. Alors rien de plus simple en Python, le simple fait de mettre une valeur dans une variable suffit à sa définition. Si on va dans l'explorateur de variables, ici, on s'aperçoit que x a été déclaré automatiquement comme étant un entier. Donc ça n'est pas comme dans les autres langages, le type de la variable est automatiquement affecté. De la même manière, si vous tapez y égale 26,2, automatiquement y a été déclaré comme un réel, c'est-à-dire float, comme virgule flottante. Et puis on verra que c'est la même chose pour les chaînes de caractères. Alors, voilà, c'est donc très simple. Ensuite, justement pour accéder au type de variable, ici l'explorateur de variables le permet. Il est intéressant d'utiliser la fonction type qui permet d'obtenir le type de la variable. Après, il existe tout un tas de petites astuces. Par exemple, si vous voulez affecter deux variables sur la même ligne ou deux variables à la même valeur, par exemple, si vous voulez marquer x égale y égale 4, voilà, on s'aperçoit que x et y ont tous les deux pris la valeur 4. On peut également écrire des choses comme x virgule y égale, par exemple, 25,2,3. Et là aussi, on s'aperçoit que x et y ont été affectés de leurs variables, de leur valeur et de leur type automatiquement. Quelque chose de très utile, on peut intervertir les valeurs de x et y. Donc si on met x virgule y égale y virgule x, on a une interversion des valeurs, ce qui, dans les autres langages de programmation, nécessitait une variable intermédiaire de transition. Là, ça n'est pas nécessaire. Voilà les astuces sur les affectations. Ensuite, sur la notion d'entier. Par exemple, ici, nous allons affecter x, nous allons lui affecter une valeur entière, par exemple 29. On s'aperçoit que c'est donc un entier. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des codages différents en fonction de la valeur de x. Par exemple, si je tape x égale 2 puissance 12 456, d'accord, x a une très grande valeur, mais il semble déjà que ça ne pose pas de problème à la machine, hein, malgré la taille de la variable. Et également, ici, on s'aperçoit qu'on n'a pas changé de type. Ça signifie que le codage d'un entier, quelle que soit sa taille, ne semble pas poser de problème, il est en tout cas transparent. Qu'il s'effectue sur 32 bits ou 64 bits, à la limite, ça n'est pas notre problème. Donc, il semble ne pas y avoir de débordement sur la machine. Voilà. Ensuite, sur un réel, est-ce qu'il y a un problème sur les réels? Par exemple, si je crée une variable z qui est la somme de 0,1 plus 0,2 et que je lui demande z, voilà, en fonction de la valeur, de la version de Python que vous aurez, il peut vous afficher 0,3 ou il peut vous afficher ce que vous voyez ici, c'est-à-dire pas tout à fait 0,3. Et d'ailleurs, si on lui demande s'il est égal à 0,3, on le verra tout à l'heure dans les booléens, est-ce que tu es égal à 0,3? Il nous répond non. D'accord? Alors, ça met en évidence une chose, c'est qu'un réel en Python et sur une machine en général n'est pas défini de manière parfaite. C'est-à-dire que, de par le codage en binaire, la définition d'un réel ne peut pas être parfaite. Entre deux chiffres binaires, il y a forcément un écart lié au nombre de bits sur lequel vous codez, et donc il y a une erreur de codage. Alors ça c'est très important parce que lorsque vous allez comparer par exemple z à 0 ou z à 0,3 ici, eh bien ça sera éventuellement faux. Donc il faudra faire un arrondi, il faudra trouver une solution.
On peut aller même un petit peu plus loin là-dessus, c'est-à-dire que si on importe de la bibliothèque qui s'appelle décimale, si vous importez la fonction qui elle aussi porte le nom de décimale mais avec une majuscule. Hein, alors c'est l'occasion, j'ai fait une erreur de frappe, de vous expliquer que lorsque vous voulez retaper une consigne sans avoir à la réécrire entièrement, vous utilisez votre pavé avec les flèches supérieures et inférieures. Et vous avez, regardez, accès à toutes les commandes tapées précédemment. Donc là, je modifie ma frappe. Voilà. Si ensuite je lui demande le décimal de Z, là on va encore plus loin que tout à l'heure. On s'aperçoit qu'on a une définition de Z qui est, voilà, qui est beaucoup plus précise encore, mais qui n'est pas égale à 0,3. D'accord ? Donc ayez toujours à l'esprit que l'utilisation de réel en Python n'est pas parfaite, est imparfaite. Ensuite, on peut parler de 2-3 petites choses comme est-ce que j'ai le droit de dire que x égale 25, je marque 25 égale x. Ça ne fonctionne pas, il faut bien respecter l'ordre d'affectation lorsqu'on tape. Ensuite, est-ce que si je lui demande la valeur d'une variable qui n'existe pas, par exemple si je lui demande u, il est incapable de me répondre. Donc le fait de mettre une valeur à x suffit à sa définition, mais évidemment si la variable u n'a pas de valeur, elle n'est pas définie et donc la machine ne comprend pas. Ensuite, un autre phénomène qui est assez particulier sur les variables, c'est la notion de zone mémoire. Il faut comprendre que quand vous tapez x égale, par exemple, x égale, alors on va 29, et donc y égale 24, vous avez un identifiant associé à chacune des variables. Si désormais vous tapez x égale y égale 25, est-ce qu'on a deux variables séparées? Oui, non. En haut, dans l'explorateur de variables, on a l'impression que ce sont deux variables séparées. Si, cette fois-ci, on utilise la fonction identifiant, id de x. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on lui demande la zone mémoire qui est concernée par la valeur de x. On a une adresse. Si on lui demande la zone mémoire de y, on s'aperçoit qu'on a la même adresse. Donc, en clair, Python, lorsque vous créez deux variables avec la même valeur, économise une zone mémoire et donc n'a qu'une zone mémoire commune pour les deux variables. Par contre, si vous changez y, si par exemple vous décidez de changer y et que vous lui donnez la valeur 26 cette fois-ci, qu'a fait Python? Alors on lui demande l'identifiant de y et on s'aperçoit voilà, que par rapport à tout à l'heure, il a créé un nouvel identifiant. Tout à l'heure, il avait optimisé, il avait créé une seule zone mémoire pour x et y, mais c'était deux variables qui étaient bien différentes. Et le simple fait de changer la valeur de y a permis de modifier la zone mémoire. Et puis maintenant, si je lui demande la valeur de x, bien sûr, elle n'a pas été affectée. Pourtant, tout à l'heure, on avait écrit x égale y. Voilà, donc veillez bien à ça. Lorsqu'on définit une variable, on associe une zone mémoire. Alors quand elles ont la même valeur, c'est une chose, mais dès qu'on modifie une des deux variables, l'autre n'est pas affectée. Ensuite, une fonction qui peut être utile pour affecter des variables, c'est la fonction input. Donc si par exemple, j'utilise la variable a comme étant la valeur rentrée au clavier, à ce moment-là, j'utilise la fonction input, entre parenthèses, entre crochets le texte que vous souhaitez, donc entrer la valeur de A, voilà, on ferme les parenthèses. Vous apercevrez d'une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a une fonction, la fonction input, on a des parenthèses. Et tout à l'heure, on verra qu'on aura des crochets pour d'autres choses. Quand vous faites ça, il vous demande la valeur de A, et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, voilà. On a à ce moment-là la création de la variable A, mais attention, elle a été créée comme une chaîne de caractères. Pourquoi? Parce que lorsque vous tapez quelque chose à votre clavier, en fait, à chaque touche du clavier correspond un code ASCII, donc un code, et donc elle comprend le caractère. Si vous tapez 0,
1, 2, 3, c'est le caractère 0, 1, 2, 3. On peut le voir, si par exemple vous essayez de faire, je sais pas moi, A plus 25, 24, pardon. Si vous essayez de faire A plus 24, il va vous dire que c'est impossible. Il ne peut pas additionner une chaîne de caractères qui est du texte à une valeur entière. Donc il va falloir utiliser une conversion. Donc là j'utilise les flèches de mon clavier parce qu'il va falloir prendre la partie entière de cette chaîne de caractères. Pour cela on utilise la fonction int entre parenthèses de tout ce qui est saisi au clavier. Voilà. Si je rentre à ce moment-là une valeur pour A et que je lui demande A plus 25, là il n'y a pas de souci. Il a bien pris en compte l'entrée au clavier comme étant une valeur entière. Donc méfiez-vous, une entrée au clavier est possible et très pratique, mais elle est considérée comme une chaîne de caractères et donc il va falloir la convertir dans un autre type, si nécessaire bien sûr. Voilà, donc sur les entiers, on a donc vu qu'il n'y avait pas de problème de définition, que ce soit sur 32 bits ou 64 bits, qu'il n'y avait pas de problème de débordement. Sur les réels, on a vu qu'il y avait un problème d'arrondi. D'accord. Les chaînes de caractères, nous allons en parler maintenant. Et on peut maintenant parler des opérations classiques sur toutes ces variables. Donc, on retrouve les fonctions classiques, hein, addition, multiplication, division. Alors, division, voilà ce qui se passe. Il y a deux types de division. La division entière et la division, regardez, et la division parfaite, décimale. C'est-à-dire qu'ici, lorsque je fais 2 divisé par 5, j'ai la division parfaite, d'accord, donc j'ai 0,4. Si par contre je veux la division entière, j'utilise le double slash. 2 ici. Si je veux calculer le reste de la division entière, par exemple, prenons voilà, si je fais la division entière par 9, par exemple, là c'est voilà, je trouve 27. Si je veux trouver le reste de la division, j'utilise la fonction %. D'accord? Alors le reste, c'est ce que vous aviez quand vous étiez à l'école primaire, ce qui était du côté gauche de la division. Donc ici, 247 divisé par 9, ça fait 27, et le reste est de 4. Ça peut être utile lorsque vous allez tester notamment des parités. Vous allez tester le reste de la division par 2, s'il est égal à 0 ou pas. On trouve une fonction qu'il faut connaître, c'est la puissance. La puissance, ça se représente comme ça, hein, 2 puissance 7. Voilà. Voilà pour les opérateurs de base. Ensuite, on a les opérateurs de type comparaison. Alors, c'est l'occasion de rappeler que c'est une variable, un type de variable particulier qui s'appelle les booléens. Hein, vous avez vu en logique combinatoire, par exemple. Alors, si par exemple on affecte, on va travailler dans l'éditeur ici. Si par exemple on affecte la valeur x, on lui affecte la valeur 24, y la valeur 28, et on va lui demander si x est supérieur à y. Rappelez-vous la syntaxe, 2 points, saut la ligne et indentation, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le if doit être décalé. Donc on va lui dire que si x est supérieur à y, on va lui demander d'imprimer x est supérieur à y. Voilà. Ensuite, si x est inférieur à y, à ce moment-là, on lui demande d'imprimer x est inférieur à y. Voilà. On teste le programme et il nous affirme que x est bien inférieur à y. D'accord? Maintenant,
il est intéressant de comprendre ce qu'on a fait ici. Si je tape x inférieur à y, par exemple, vous voyez ce qu'il me répond? Il me répond true en anglais, c'est-à-dire que on retrouve la notion de variable booléenne, true or false, vrai ou faux. Et en fait, derrière ce true, il y a un 1 qui se cache. Et de la même manière, si j'utilise x supérieur à y, je vais avoir un false, où là, c'est un 0 qui se cache derrière. Voilà, donc un booléen, c'est une variable qui nous renvoie un 0 ou un 1. Bien sûr, ici, ça apparaît sous forme de true or false. En fonction du résultat de la comparaison. On s'aperçoit que je peux tout à fait dire b égale x supérieur à y. Je peux tout à fait affecter cette variable à b. Et ici, j'ai bien un booléen avec la variable false qui est affectée à b. D'accord ? Alors, on s'aperçoit qu'ici, si je mets 24 et que je relance le programme, il n'y a pas de réponse. Bien sûr, x étant égal à y, il faut rajouter un x supérieur ou égal pour avoir un résultat. D'accord? Voilà. Maintenant, si vous voulez tester la comparaison, par exemple, si vous voulez lui dire que si x est égal à y, à ce moment-là, on affiche x égale y. Voilà. Si vous faites ça, il vous indique une erreur de syntaxe, c'est normal. Il ne faut pas confondre l'affectation, comme on l'a fait tout à l'heure, x égale 25, à la comparaison booléenne. Ici, la comparaison booléenne, c'est un double égal. Voilà. Et donc, là, ça va fonctionner. On a bien une comparaison booléenne du résultat. Donc, veillez à ça. Veillez à faire attention à mettre un supérieur ou égal lorsque vous avez un doute sur l'égalité. Et si vous voulez vraiment tester l'égalité, c'est un double égal qui est concerné. On peut utiliser la fonction différent, donc avec un point d'exclamation. Par exemple ici, si je mets 28, x est différent de y. Voilà. Et donc en effet, x est bien est différent de y. Voilà les opérations booléennes de base qui sont utiles: supérieur, inférieur, différent, égal. Ensuite, on a une dernière partie qui concerne, maintenant qu'on a vu les opérations classiques et qu'on a vu les opérateurs de comparaison, tout ce qui est conversion d'unité. Donc, ce qui est conversion d'unité, on va prendre l'exemple, par exemple, du chiffre 29, x égale 29. Voilà. On a la possibilité de trouver sa valeur binaire, par exemple. Donc, on vérifie que 29, c'est bien égal à 16, plus 8, 24, plus 4, 28, plus 1, 29. Voilà. Ensuite, si on convertit en hexadécimal, on trouve que la valeur hexadécimale de x, c'est 1D. Alors, il faudra vous habituer, le B ici est indiqué comme binaire, le X ici est indiqué comme hexadécimal. Alors, pourquoi on trouve 1D? Parce que les 4 bits de poids faible ici correspondent à 8 plus 4, 12 plus 1, 13. Et rappelez-vous, en hexadécimal, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A égale 10, B égale 11, C égale 12, D égale 13. Donc on a bien D ici. Et puis donc devant, on a le bit de poids le plus fort qui est tout seul et qui lui est repris tel quel, 1, n'est pas modifié. Voilà. Ensuite, on peut parler des conversions entières, etc. Le changement d'un type entier à un type réel. Par exemple, si j'ai x égale 25,2 et que je tape y égale int de x, voilà, je vais avoir la valeur y qui vaut 25. Je peux faire l'opération inverse. Si je tape cette fois-ci x égale float de x, de y, pardon, à ce moment-là, j'ai la valeur x qui vaut 25, mais elle a été définie comme un flottant, donc 25.0. Voilà. Je peux convertir, on l'a vu tout à l'heure, une chaîne de caractères en réel. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire que si je mets z égale
str de x, par exemple. Voilà, z est égal à 25.0, mais attention, pour lui, c'est 2,5.0. Je ne peux pas faire z plus 4, ça va pas être possible. Voilà pour les opérations de conversion de base. Maintenant, on peut parler un petit peu des chaînes de caractères qui constituent, un type de variable particulier. Donc, on va faire quelques opérations sur les chaînes de caractères. Par exemple, si on définit la variable a comme étant égale à bonjour, voilà. Première remarque, il faut veiller à ce que ce soit entre apostrophes. Voilà. Maintenant, je peux tout à fait utiliser les fonctions de base, multiplication, addition, etc. sur cette chaîne de caractères. Par exemple, si je mets a fois 2, voilà. Si je mets a plus a, voilà, etc. Alors, je peux éventuellement aussi accéder à un caractère particulier de la variable. Par exemple ici, bonjour, si je veux accéder au n, j'ai envie de dire que je tape a entre crochets, et puis on a l'impression que c'est 3. Alors en réalité, vous voyez qu'il y a une erreur, il me renvoie la valeur j. Pourquoi? Parce que les indices en Python commencent à 0. Donc ici, b c'est 0, o c'est 1, et n c'est 2. Donc si je veux avoir accès à la valeur de n, il va falloir que je lui mette un 2. Voilà. Donc attention, les indices commencent par 0. D'autre part, vous voyez que dès qu'on utilise des indices, cette fois-ci on utilise des crochets et non plus des parenthèses. Alors je peux tout à fait rajouter des caractères, vous verrez, il y a tout un tas d'options. Par exemple, si je veux afficher les caractères de 2 et tout ce qui est à la suite, ou de 2 à 4, pardon, de 2 à 4. Voilà. Bon. Vous voyez qu'il va m'afficher le caractère 2, c'est-à-dire n, le caractère 3, c'est-à-dire j, mais il ne m'affiche pas le caractère 4. Donc, autre chose à savoir, les indices en Python s'arrêtent à n-1, ici 3, c'est-à-dire qu'il va m'afficher le A2 et le A3. Si vous souhaitez afficher tous les termes après l'indice 2, vous faites ça, vous enlevez l'information après les 2 points, et vous avez tous les caractères qui suivent le deuxième indice. De la même manière, vous pouvez faire le contraire, afficher ici tous les caractères avant un indice. Voilà. Bon, ça peut être pratique lorsque vous allez trier des données de type texte pour enlever une virgule, pour ne prendre que les 3 premiers termes d'un identifiant. Alors, une des limites importantes des chaînes de caractères, c'est la suivante, c'est le fait de ne pas pouvoir modifier. Par exemple, reprenons notre indice 2. Si je lui demande A2, bon, on a vu que c'était n, je peux vouloir le changer et lui dire que ça devient un t. Voilà. On a une limite importante des chaînes de caractères, c'est qu'une chaîne de caractères, on peut avoir accès à chacun des termes, chacun des caractères de la chaîne, mais on ne peut pas le modifier. C'est la raison pour laquelle on sera amené à utiliser d'autres types de variables lorsqu'on souhaitera manipuler des variables constituant une sorte de chaîne. Voilà, c'est à peu près tout. Donc,